Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder quelques concepts de base qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne une blockchain et en particulier la blockchain Bitcoin. Ces concepts, ils sont ici listés en haut à droite du menu de ce petit site internet que vous pouvez retrouver en description pour aller jouer avec vous-même si vous le souhaitez. Alors avant de plonger directement dans les concepts de la blockchain, je suis obligé d'expliquer ce que c'est que un hash. Un hash, finalement, c'est quoi? C'est cette série de lettres et de chiffres qui ont l'air complètement aléatoires, mais qui ne le sont pas du tout. En fait, ce hash, c'est issu d'un calcul algorithmique et qui permet comme ça de produire une chaîne de lettres et de chiffres comme ça qui semblent aléatoires et qui font toujours la même longueur. Il y a toujours exactement le même nombre de lettres et le même nombre de chiffres. Et donc du coup, cette série de lettres et de chiffres est calculée à partir de la donnée qu'il y a dans ce petit carré. Alors ici, il n'y a rien, donc le h de rien, eh bien ça donne ça. Mais si par exemple ici je marquais Laurent, par exemple, mon prénom, eh bien vous voyez que ça a produit un h qui est différent. Et notez qui commence par 00, 90, etc. Quoi. Enfin bon, bref, on reconnaîtra assez facilement ce chiffre si je le change. Si je marque Laurent, point d'exclamation, eh bien vous voyez, ça a changé. Chaque fois que je rajoute un nouveau caractère, vous voyez, l'empreinte digitale de Laurent, espace, point d'exclamation, AAAA, eh bien, c'est ça. Et exactement ça. Et ce n'est pas une empreinte qui est aléatoire, c'est une vraie empreinte digitale, en quelque sorte. Si je reviens à Laurent, eh bien, vous voyez qu'on retombe exactement sur le même H. Si je rajoute un A et que j'enlève un A, vous voyez, peu importe qui dans le monde utilisera cet algorithme SHA-256, obtiendra un H qui sera exactement cela, avec le même nombre de lettres, exactement les mêmes chiffres, exactement les mêmes lettres. Donc, il y a un deuxième truc à noter, c'est que peu importe la quantité de données, ça peut être rien, comme ça peut être, je sais pas moi, l'entièreté des articles qui sont diffusés par Wikipédia dans toutes les langues, et ben vous pouvez en calculer un hash qui fera exactement cette longueur-là et qui sera spécifique à ce jeu de données. Alors, maintenant, on va étendre ce concept de hash pour aller voir ce que c'est qu'un bloc. Eh bien, un bloc, quelque part, c'est la même chose, c'est un hash, sauf que au lieu de le calculer juste sur un jeu de données, eh bien, j'ai divisé le bloc en différentes sections qui vont donner un jeu de données si on les concatène, comme on dit, si on les additionne. Par exemple, on va avoir un bloc, nonce, j'expliquerai très rapidement ce que c'est juste après, et puis données, par exemple, Laurent, mon prénom. Et vous voyez, si je fais... donc là, c'est pas le même hash. Pourquoi? Parce qu'il y a le rang, mais il y a aussi le nonce, qui est 0, et il y a aussi le 1. Donc du coup, on a un hash qui est différent parce qu'il y a un peu plus de données. On a ajouté le numéro de bloc et on a ajouté nonce. Maintenant, de manière totalement arbitraire, pour considérer qu'un bloc est signé, on va s'attendre à ce qu'il y ait au moins 4 zéros au début de ce bloc. Et c'est à ça que sert le nonce. Ça sert à pas changer le numéro de bloc, à pas changer les données qu'on voulait stocker, mais à changer le hash, puisque c'est la concaténation des trois et qu'on peut mettre absolument ce qu'on veut dans nonce. Je peux mettre 1, je peux mettre 2, je peux mettre 3. Vous voyez, à chaque fois, ça change le hash. Tiens, là d'ailleurs, le 3, j'ai trouvé un 0. Malheureusement, il n'y en a qu'un. C'est pas suffisant. Je peux mettre 4, je peux mettre 5, et je peux rester comme ça assis toute l'après-midi à essayer de plus en plus de numéros, et au bout d'un moment, avec de la chance, je vais trouver 4 0 ici, et mon bloc va passer de rouge
à vert. Alors bien sûr, j'ai fait un bouton miner, et ce bouton miner, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va changer automatiquement les nonce jusqu'à en trouver un qui va faire 4-0. Ça ira un peu plus vite que si je passe toute l'après-midi à la main à changer de chiffre jusqu'à ce que mon bloc devienne vert et que puisse déboucher le bouchon de champagne. Donc là, je clique sur miner et vous vous doutez de ce qui va se passer. Il va essayer et il a effectivement trouvé un nonce. Il a dû faire 17 414 essais jusqu'à trouver le bon, et finalement il a trouvé un nonce qui permet de produire un hash avec 4 0 devant. Et à partir de là, eh bien, on considère que mon bloc est signé. Alors finalement, qu'est-ce qu'une blockchain? Eh bien, c'est une chaîne de blocs. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un bloc, eh bien, on va voir comment ils se lient entre eux pour faire une chaîne. Et donc du coup, on va cliquer sur blockchain. Et alors là, on va tout de suite remarquer quoi? On va remarquer qu'effectivement, on a différents blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, bloc 5. Et plus on avance dans le temps, et plus le numéro de blocs augmente. Ça déjà, c'est un premier truc à remarquer. Deuxième truc à remarquer, c'est qu'il y a une case de plus dont je ne vous avais pas parlé dans l'étape précédente, c'est la case prev. Et la case prev, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui permet de lier les blocs entre eux. C'est-à-dire que le bloc 5, en plus de concaténer, on dit, c'est-à-dire d'additionner les données du numéro de bloc, les données du nonce, les données de la donnée qu'on voulait stocker, par exemple ici, les MNBC sont les ennemis de la liberté, eh bien, on a stocké le hash, la signature numérique du bloc précédent. Vous voyez, elle est ici et elle est ici. Et en faisant l'addition de toutes ces informations et en faisant un hash, eh bien, effectivement, je peux trouver un hash. Et si je veux rajouter, par exemple, ici, un point d'exclamation, eh bien, vous voyez, mon bloc n'est plus signé parce qu'il n'a pas le bon nombre de zéros devant, il n'en a même aucun. Et donc, du coup, je dois reminer ce bloc pour trouver le bon nonce. Hop! Et donc, du coup, il a effectivement trouvé un autre nonce au bout de 25 000 essais seulement. Eh bien, il a trouvé un nonce qui me permet d'avoir un hash qui effectivement est valide puisqu'il a 4 zéros devant. Alors tout ça, c'est très cool. Donc ce prev lie le bloc 5 au bloc 4, puisqu'il a le hash du bloc 4. Puis le bloc 4 a le hash du bloc précédent. Puis le bloc 3 a le hash du bloc précédent. Puis le bloc 2 a le hash du bloc précédent. Et puis le bloc 1, il n'a pas de précédent, donc il a laissé le champ vide. Ça, c'est un cas spécial du bloc 1. Très bien. Et donc, du coup, comme on l'a vu, si je modifie la donnée dans le bloc 5, je suis obligé de reminer le bloc pour avoir 4 zéros ici. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je casse le bloc 3? Si je casse le bloc 3 et que j'ai bien compris les étapes précédentes, eh bien, casser le bloc, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je change les données du bloc 3? Si au lieu de marquer Bitcoin cœur, je marque Bitcoin point d'exclamation, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ça ne va pas changer prev, puisque prev c'est le hash du bloc précédent, ça ne va pas changer nonce, ça ne va pas changer le numéro de bloc, mais comme ça va changer la donnée, ça va changer le hash. Donc il suffit de changer n'importe lequel de ces 4 cases pour changer le hash, puisque ces 4 cases sont utilisées pour calculer le hash. Donc ce qui se passe, c'est que je change point d'exclamation ici, ça va changer le hash. Mais si ça change le hash ici, ça va changer le prev de celui-là. Et si ça change le prev de celui-là, eh bien théoriquement, ça va aussi changer le hash de celui-là. Et si ça change le hash de celui-là, eh bien les deux blocs ne seront plus signés. Alors faisons le test et voyons ce qui se passe. Et effectivement, si je change le passé, non seulement ça casse ce bloc-là,
mais ça casse aussi celui d'après, puisque le prev a été mis à jour ici, et si le prev est mis à jour ici, eh bien vous voyez que ici on n'a plus les 4 zéros, et c'est pas bon. Donc si je veux changer le passé, je suis obligé de miner le bloc que j'ai changé, puis miner tous ceux d'après. D'ailleurs, si je remonte encore au bloc 3, par exemple, au lieu de mettre pouce vers le haut, je mets pouce vers le bas, ce qui n'est pas très sympa. Je vais mal l'avouer, je préfère les pouces vers le haut. Alors mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous. Et eh bien, je suis obligé de reminer celui-là, et de reminer celui-là, et de reminer celui-là. Donc je suis obligé de tout reminer, l'entièreté des blocs, jusqu'au bloc qui m'intéresse, et c'est ça finalement qui protège la blockchain. C'est-à-dire que reminer un bloc ça prend déjà 10 minutes, mais en reminer 3 ça prend une demi-heure, et avec toute la puissance de calcul du réseau. Donc imaginez que quelqu'un qui en a par exemple seulement que 25% de la puissance de calcul du réseau, non seulement il lui faudrait 40 minutes par bloc, mais en plus s'il en a plusieurs à faire, jamais il réussira à rattraper son retard, quoi. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un hash, qu'on a vu que avec cette définition on arrive à produire un bloc, et que maintenant on sait les alliés en eux, on va voir le concept de décentralisation. Alors finalement, la décentralisation c'est quoi? Eh bien c'est quand plein de gens, plein de nœuds, on dit, parce qu'un réseau, un des acteurs du réseau, on appelle ça un nœud généralement, eh bien si plein de nœuds ont la même copie de la blockchain, on dit qu'elle est décentralisée. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez juste une seule personne qui vous dit quel est l'état du réseau, en quelque sorte, il pourrait reminer le passé et vous pourriez vous faire avoir. Mais s'il y en a plein, et que par exemple, vous voyez là, moi j'ai 5 nœuds A, B, C, D, E, si le nœud numéro C par exemple décide de changer le passé et de mettre pouce vers le bas, parce qu'il n'est pas sympa, et bien effectivement, il pourrait décider de reminer ce bloc-là, puis reminer ce bloc-là, puis reminer ce bloc-là. Et donc, du coup, sa blockchain est cohérente, sa blockchain respecte les règles de calcul, mais plusieurs choses se passent. Déjà, il y a du temps qui passe et ils n'auront probablement plus le même numéro de bloc, c'est-à-dire que tous les autres diront « moi j'ai le bloc 8 », donc toi, tu as le bloc 5, quoi. Donc du coup, choisir la blockchain qui est la plus longue est une règle de sécurité. Mais aussi, ils n'ont pas le même hash. C'est-à-dire que lui considère que le bon hash commence par 67 DD, alors que les autres considèrent tous que le bon hash c'est A052. Vous voyez? Ils ont tous le même hash. Regardez chacun des chiffres et des lettres en détail, ils ont tous le même hash, réellement, sauf celui qui a changé le passé. Et donc, on voit que c'est un tricheur. Maintenant, stocker que, effectivement, Laurent est cool, qu'il faut s'abonner à ma chaîne, qu'il faut mettre un pouce vers le haut, que Bitcoin, c'est l'amour, et que les MNBC, c'est les ennemis de la liberté, eh bien, ça nous fait une blockchain, c'est cool, mais ça ne nous permet pas d'avoir une monnaie numérique échangeable. Et donc, du coup, pour avoir une monnaie numérique échangeable, vous me voyez venir, dans cette partie data, il faut stocker non pas des informations essentielles comme celles que je viens de vous donner, mais des transactions. Donc, du coup, on va à la rubrique d'après, coin. Vous voyez, là, on a toujours une blockchain décentralisée avec plein de nœuds, mais au lieu de stocker les informations essentielles, telles que abonnez-vous à la chaîne, on a stocké des transactions. Par exemple, 100 bitcoins, 100 coins de cette chaîne qui n'est pas la blockchain Bitcoin, donc 100 coins sous, on va dire, vont de Laurent à Bob. 25 vont de Laurent à Alice, et puis dans ce bloc-là, voilà, on voit que 2 vont de Marie à Mathieu. Puis dans ce bloc-là, on voit que Alix a envoyé 12 à Marcel, etc., etc. On pourrait imaginer d'ailleurs des chiffres à virgule, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, on a choisi cette syntaxe, le nombre de coins, 2 points,
l'émetteur, flèche, égal supérieur, hein, et destinataire. Et voilà, c'est tout. Grâce à ça, on a des transactions qui sont stockées dans la blockchain et qui nous permettent de rendre compte des transactions qui se sont effectuées. Mais on peut se poser une question absolument cruciale. Qu'est-ce qui donne le droit à Gaston d'envoyer 6 coins à Arnaud? Est-ce que Gaston possède effectivement ces 6 coins? Et on peut remonter l'historique et on peut voir que non, Gaston n'a jamais reçu de coins de personne. Donc du coup, il a en quelque sorte créé ces coins de nulle part. Et donc du coup, quelle serait la valeur des coins de Gaston s'il les a créés de nulle part? C'est-à-dire qu'il aurait pu en envoyer 6, mais il aurait pu en envoyer 15 millions. S'il peut en envoyer 6 et que personne ne lui dit non, alors qu'il en possédait 0, il faut d'abord avoir reçu des coins pour en posséder. Donc ça, c'est la logique de base de Bitcoin. Pour que votre adresse puisse dépenser des coins, eh bien, il faut que votre adresse en ait reçu au préalable. Sinon, la transaction ne fonctionne pas. Sinon, vous pourriez imprimer de l'argent à l'infini. C'est justement ce que Bitcoin empêche. Mais le problème qu'on a, c'est comment les premiers coins sont délivrés à la base. Je veux dire, il y a bien un moment donné où les coins sont créés. Comment est créé l'argent? Alors, comment est créé l'argent dans le cadre du système financier? Eh bien, ce sont les banques centrales. Et comment est créé l'argent dans le cadre de la blockchain? Eh bien, il y a un dernier concept que je voudrais présenter aujourd'hui, qui est le concept de la Coinbase. Alors, la Coinbase, c'est quoi? C'est qu'au début de chacune transaction, il y a une transaction qui n'a pas d'émetteur. Il y a une transaction qui a seulement récepteur. Et donc du coup, ici, on le voit, il y a 100, il n'y a pas les 2 points, il n'y a pas l'émetteur, il y a directement flèche, un récepteur, Laurent. Moi, je me suis donné 100 coins sous, extraordinaire. Eh bien ça, c'est la manière dont sont créés les bitcoins. À chaque bloc, il y a une petite quantité de bitcoin qui est émise et qui va au mineur, qui a fait quoi? Eh bien, qui a réussi à trouver le nonce qui permet de valider le bloc. Si par exemple, ici, j'enlève cette transaction qui va à Marc, et je mine, eh bien, la personne qui a fourni au réseau en premier ce nonce, là, 22355, eh bien, il reçoit en même temps le droit de dire que le Coinbase lui appartient, et donc du coup il reçoit la récompense ici 100. Comment faire pour récupérer finalement, pour voir que Joe a bien le droit d'envoyer 6 coins à Gaston? Et bien il faut remonter tout l'historique, il faut voir si Joe a bel et bien reçu ces 6 coins au préalable. Donc Gaston, on va dire qu'effectivement, il a reçu 6 coins, puisque la blockchain est en vert. Donc Joe, a-t-il reçu ces 6 coins? Ah bah oui, on voit qu'il en a reçu 7 de Jean. Donc même après cette transaction, à la limite, il en aura un encore à dépenser. Et puis, Jean a-t-il eu le droit de donner ces coins à Joe? Bah oui, tout à fait, puisque dans le bloc d'avant, il en a reçu 55 de Marie. Oui, mais Marie, avait-elle le droit de donner 55 coins à Jean? Eh bien oui, puisque dans le bloc d'avant, Marie a reçu 83 coins de Laurent. Donc voilà, en plus, si vous voulez, de trouver le nonce, les mineurs ont une autre mission, c'est de ne pas ajouter des transactions de personnes qui essayent de dépenser des coins qui n'ont pas reçu au préalable. Ils sont donc du coup obligés d'avoir l'entièreté de l'historique de la blockchain et de vérifier que la personne qui dépense les coins les a bien reçus, et au bout d'un moment, à force de remonter, eh bien, il y a un Coinbase, c'est-à-dire une distribution aux mineurs, puisque tous les coins ont été distribués à un moment ou à un autre à un mineur, ils sont passés entre les mains d'un mineur à un moment ou à un autre. Et quelque part, vous, quand vous achetez un coin, vous
rémunérer les mineurs du réseau qui ont sécurisé le réseau et qui ont rendu toutes ces transactions possibles. Et derrière, vous pouvez quelque part dépenser vos coins et donc du coup jouir d'un réseau décentralisé, sécurisé, etc., etc. Et donc du coup, voilà comment est créé l'argent dans la blockchain. Alors il reste un concept encore dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo finalement. Si je dis que Joe envoie 6 coins à Gaston, il a le droit de le faire parce qu'il avait suffisamment de coins, mais comment peut-on être sûr que c'est bien Joe qui dépense bien ses coins finalement? Il pourrait y avoir Gaston qui malicieusement décide de dire voilà, Joe m'envoie 6 coins et Joe n'aurait pas la possibilité ici, comme on le voit, de dire non, j'ai jamais mis cette transaction dans la blockchain. Donc du coup, il y a un concept de plus dont je parlerai dans une prochaine vidéo sur la signature numérique qui permet effectivement que ce soit Joe et seulement Joe qui puisse dépenser ses coins et que Gaston ne puisse pas en quelque sorte lui les voler. Et donc du coup, ce concept, c'est effectivement ce qu'on appelle les clés privées, clés publiques, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Il y aura encore plein de trucs à dire, on pourrait encore rentrer bien plus dans les détails sur chacun de ces éléments. Sachez que cette vidéo est extrêmement inspirée, pour pas dire totalement pompée, d'une autre vidéo qui a été publiée il y a 6 ans en anglais, mais je trouvais ça tellement bien fait que j'ai décidé de reprogrammer ce logiciel et d'en refaire une vidéo en français pour que les amateurs de la langue de Molière puissent avoir accès à toutes ces informations vulgarisées en langue française et en vidéo. Donc vous pouvez retrouver ce logiciel sur GitHub pour pouvoir le forker, le modifier à l'infini comme vous voulez. Vous pouvez aller directement sur l'app Vercel que j'ai publié de ce GitHub afin de jouer avec le logiciel, là, de regarder comment ça se passe, les hashes, les blocs, la blockchain, de vraiment prendre en main, manipuler tout ça pour être familiarisé avec ces concepts si vous en avez envie. Également, je vais certainement modifier ce logiciel petit à petit pour faire le truc de clé privée, clé publique, car je crois que cette personne d'il y a 6 ans a fait effectivement cette vidéo également, et donc du coup je vais certainement pomper une deuxième vidéo de ce qu'il a fait parce que je trouve ça extrêmement cool et extrêmement pédagogique, donc j'aime bien. Et puis, que vous dire de plus? Il y avait un truc à dire en plus? Non, je crois que c'est tout. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pouce vers le haut, abonnement, et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.